On vous retrouve pour une dernière synthèse finale dans 40 ou 45 minutes pour clore cette soirée. Donc après des décennies d'échecs, quelle nouvelle stratégie contre le Front National? Mathieu Magnodec, journaliste politique à Mediapart, m'a rejoint. 4 invités, Hélène Salvi. Bonsoir Hélène, vous aussi vous êtes journaliste politique à Mediapart. Vous avez suivi en particulier ces élections régionales en PACA. André Deschaux, bonsoir, vous êtes spécialiste de l'extrême droite, responsable de la Ligue des droits de l'homme et co-auteur de La Galaxie Dieudonné. Luz Mora, bonsoir. Ancienne militante de Ralfront, vous êtes aujourd'hui engagée dans le réseau VIVA, le réseau syndical antifasciste. VISA, ça signifie Vigilance et Initiative syndicale antifasciste. Macha Makeyev, bonsoir. Vous êtes metteur en scène de théâtre et vous dirigez le Théâtre national de la Criée à Marseille, sur le Vieux-Port. Mathieu. Oui, bonsoir à tout le monde. On l'a dit dans le plateau précédent, ces résultats ne sont pas particulièrement une surprise. Nous-mêmes, à Mediapart, on en a beaucoup parlé. Et en effet, ça fait un peu toujours le remake des éditions précédentes depuis les dernières élections intermédiaires. On l'a vu dans nos reportages. Moi-même, j'étais il y a une semaine en Charente-Maritime où il y avait un électeur FN croisé parmi beaucoup d'autres qui disait les choses très bien en disant... En fait, en gros, son vote FN synthétisait à peu près toutes les rages possibles, et notamment les rages ces derniers mois autour de la question de l'Europe, de la question des réfugiés, des attentats qui s'étaient passés, etc. Disant aussi, maintenant, c'est possible. C'est-à-dire que ce qui semblait longtemps comme un plafond de verre est dépassé. Et donc que maintenant, il suffit de donner un petit coup supplémentaire pour faire en sorte que le Front National accède aux responsabilités, aujourd'hui locales et peut-être demain nationales. En tout cas, c'est ce qu'il disait. Avant de voir pour vous, justement, de parler de ce qui n'a pas marché, de ce qui pourrait marcher, de ce qu'on pourrait faire, est-ce que vous-même, finalement, vous êtes dans le même état de non-surprise ce soir? Est-ce que vous vous attendiez à de tels résultats? Et pour vous, qu'est-ce qui nourrit ce vote, qui est un vote aujourd'hui qui n'est plus un vote, comme on l'a beaucoup dit, et y compris parfois de gens qui luttaient contre le Front National, un vote simplement comme ça, pour se faire plaisir. On voit bien qu'il y a une dimension là, politique, beaucoup plus grande, et d'adhésion à ce vote aujourd'hui très clair. Macha Makeyev. Écoutez, je laisserai l'analyse des résultats à ceux qui savent la faire mieux que moi. Moi, je pense que on est à un moment moral, au fond. Je pense que c'est ça qu'il faut voir, dont on prend conscience. Donc c'est à la fois extrêmement violent et en même temps, c'est un moment de vérification de nos convictions. Donc c'est un moment moral où on va choisir, au fond, une vision du monde et une vision de la société. Donc il va falloir mettre en place tous les barrages à l'obscurantisme, à la bêtise, au raccourci, au rejet de l'autre. Donc, nous, c'est ce que nous faisons, il me semble-t-il, dans les théâtres chaque soir. En allumant le théâtre, il nous semble que l'on donnait une réponse. Probablement, même de notre point de vue, elle n'était pas assez forte. Les réponses poétiques, elles sont essentielles. Il faut peut-être les multiplier, être encore plus fort pour éviter cet état de confusion. Moi, je ne m'attendais pas évidemment à de tels chiffres. On avait beau me les dire, on a une forme de déni personnel, mais je pense qu'il y a un état de confusion qui est terrible, notamment chez les très jeunes, quelque chose qui est devenu illisible. Donc je pense qu'effectivement, la réponse, elle doit être éthique. Elle ne doit pas être simplement à parler de politique et d'alliances politiques et d'analyse. Bien sûr que ça, c'est très important. Mais je crois aussi qu'il faut faire des propositions d'ordre éthique. Il faut dire que c'est un choix du monde, que c'est un choix de partition de la pensée, que c'est quelque chose qui va au-delà de la mécanique démocratique seulement. C'est quelque chose, oui, c'est un moment moral. Voilà. Et ça nous, dans nos théâtres et dans nos musées, c'est ça qu'on doit faire passer. Mais évidemment que c'est une grande émotion. Mais la confusion, on la voyait tout le temps. On a rejeté les gens dans une grande confusion morale et avec des analyses absolument pas claires.
Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Alors, tout d'abord, c'était par rapport au thème tel que vous l'avez présenté. Dire, après plusieurs décennies d'échecs, j'avoue que ma propre histoire, celle de Lou, c'est probablement celle d'autres, ça colle pas. C'est-à-dire que la scission, enfin, l'explosion du Front National à la fin des années 90, ce n'est pas qu'une crise interne, c'est une crise de pouvoir, enfin, c'est une crise de légitimité, de tentative de prise de pouvoir entre deux stratégies, mais c'est aussi le fruit au fil des années 90, d'une pression menée pour essayer de, je dirais, constituer un cordon sanitaire qui ne permette ni à la progression des idées, ni à la progression de l'organisation de se faire. Bon. Et c'est vrai que c'est ce double phénomène, à la fois externe et interne, qui ont mené à l'explosion du Front National à la fin des années 90. Je dirais que malheureusement, pendant les années 2000, il y a certainement eu le fait de rester un peu l'arme au pied, je dirais, d'une part, par rapport aux idées d'extrême droite, et d'autre part, certainement, de sous-estimer ce que pouvait être le sarkozysme en tant que, comment dirais-je, recomposition politique et piochage dans la boîte à idées d'extrême droite. Bon, même si c'est progressivement, ça s'est imposé dans le débat politique. Alors après, moi, je rejoins Macha sur un aspect. C'est qu'effectivement, il y a nécessairement à mener une bataille sur la question de la vision du monde. Bon. La question de la vision du monde, et c'est ce que, pour ce qui est de la Ligue des droits de l'homme, en tous les cas, nous souhaitons faire. Nous avons commencé déjà à le mettre en place, mais nous souhaitons le faire. Combattre les idées reçues, telles qu'elles peuvent être, je dirais, diffusées particulièrement par l'extrême droite, et puis, comme ça a été dit dans le débat précédent, par l'extrême droite, et puis la droite qui poursuit l'extrême droite, et puis une partie de la gauche qui poursuit la droite, qui poursuit l'extrême droite. Donc il y a effectivement une bataille sur la vision du monde à mener. Et c'est pour ça que nous, notre idée, c'est d'essayer de rassembler pour un avenir solidaire. Sachant qu'effectivement, actuellement, les représentations du monde, elles sont totalement anxiogènes. Alors, pas à tort, hein. On n'est pas dans du n'importe quoi. En gros, depuis 30 ans, on nous dit il n'y a pas d'alternative au nouveau capitalisme globalisé et financiarisé qui existe. Or, on le constate, et c'est sociologiquement, j'imagine, une des grilles de lecture du vote tel qu'il se déroule. Ce nouveau capitalisme génère des crises financières, des crises économiques, des crises sociales. Il exacerbe les inégalités et les différentes formes de précarisation et attise aussi, exacerbe la mise en concurrence de tous contre tous. Et on voit bien que, d'une certaine manière, c'est l'impuissance du politique qui est soulignée. Et que, de ce point de vue-là, l'extrême droite joue sur du velours. J'écoutais tout à l'heure l'intervention de Marine Le Pen. On a le sentiment, effectivement, qu'elle souhaite repolitiser autour de ses questionnements à elle, de sa vision du monde. Donc, c'est bien l'enjeu, et je sais que on en a discuté tout à l'heure un petit peu avec Lou, c'est vrai qu'on a une histoire commune, donc c'est normal qu'on soit... c'est effectivement autour d'une autre vision du monde que les choses se jouent, et que... L'enjeu est très clair ce soir, parce qu'elle parle carrément d'un mouvement des nationaux. Donc on voit qu'elle, là maintenant, elle dit c'est le mouvement des nationaux qui, en gros, est en train de grossir et de s'imposer dans le pays. Donc oui, on voit bien l'imaginaire qui est je pense qu'en 2017, elle ira même plus loin. Parce que je pense que si elle n'est pas au deuxième tour de la présidentielle, alors certains prophétisent qu'elle y sera évidemment, c'est quand même un constat d'échec de dire ça, mais si elle n'est pas au deuxième tour de la présidentielle, je pense qu'elle cherchera à pousser une recomposition politique. Et on voit bien que le score de ce soir, d'une certaine manière, elle a avancé ses billes, je dirais, du point de vue de ce qu'était le combat historique du Front National, qui était de prendre l'hégémonie à droite. Alors là, c'est juste sur des scrutins, on n'est pas encore en nombre d'élus, on n'est pas encore... mais ça se joue. Et c'est vrai que dans le cadre du recul du politique et dans l'extension des discriminations, de la xénophobie, du sexisme tel qu'ils peuvent s'exprimer dans ce cadre qu'il n'y a pas d'alternative, ils sont gagnants, ils sont évidemment gagnants. En tout cas, on le voit de plus en plus, des dynamiques s'amorcent, les gens vont dans le mur, ils ont le sentiment que les partis traditionnels ne jouent plus leur rôle, ils ont le sentiment que le Front National est une nouvelle force d'avenir dynamique. Bon, en l'occurrence, la préférence nationale, c'est la préférence inégalitaire, on y reviendra dans la discussion, je pense. Rapidement, un peu comme tout le monde, c'est une non-surprise. Au niveau du visa et au niveau des syndicats qui nous composent, parce que notre association est une association de syndicats qui existe depuis 20 ans. L'année prochaine, nous allons fêter nos 20 ans. Donc, bien évidemment, on n'est pas étonné par tout ça. Mais ce n'est pas perdu, ce n'est pas terminé. Alors, sur les causes, ça fait 30 ans que c'est les mêmes. André les a un petit peu citées. En tout cas, c'est
le vote Front National s'est construit sur la casse des acquis sociaux, des droits, la précarité, qui ne fait que s'accélérer. Donc c'est un petit peu logique qu'il continue, entre guillemets, à capitaliser là-dessus. Il ne faut pas oublier, parallèlement, tu parlais de recul des politiques. Il y a beaucoup de gens qui ont espéré dans la gauche. Ils se retrouvent aujourd'hui avec un gouvernement qui va à l'encontre de leurs intérêts. Donc ils vont vers le Front National. Charge à nous, ensuite, notamment aux syndicats, mais pas que. Hein. Il y a les politiques, bien sûr, mais ça les regarde. Il y a les associations, de démontrer que les choses ne sont pas perdues, que le Front National, ce ne sera pas leur allié, bien au contraire, et qu'il faut vraiment dénoncer leurs pratiques. Et surtout, alors ça fait 20 ans, 30 ans qu'on le dit, mais je pense qu'aujourd'hui c'est prégnant, il faut casser les racines qui ont fait le vote Front National. Et ce n'est pas avec les lois actuelles qui ont été passées au niveau social qu'on va endiguer ce genre de choses et qu'on va aussi endiguer l'abstention, par ailleurs. Mais comment vous faites très concrètement? Par exemple, vous êtes une fédération, organisation, on va dire plutôt de regroupement de syndicats. Comment vous faites? Y a-t-il des clés pour arriver dans des discussions, peut-être dans des réunions, à quelques-uns comme ça, à faire comprendre finalement ce qui est au cœur de la dynamique du Front National? En tout cas, c'est la traduction en enjeux, en questions identitaires, de questions qui sont éminemment sociales ou économiques. Comment est-ce que c'est possible? D'abord, évidemment qu'il y a quand même, les syndicats ces dernières années ont été confrontés à chaque fois à des militants, des adhérents, etc. Bon, la solution des syndicats, ça a été d'exclure souvent. Est-ce que cette stratégie, elle a fonctionné? Et deuxièmement, sur le fond, en termes d'imaginaire, est-ce que c'est possible justement de retrouver une traduction sociale de questions qui sont aujourd'hui traduites de façon identitaire partout? Alors, il y a plusieurs choses, en fait. Vous posez plusieurs questions en même temps. Nous, au niveau de Visa, on ne se substitue pas aux syndicats. On a déjà nos syndicats à nous, on a du travail syndical à faire, c'est un peu notre particularité. Et on revendique d'être une boîte à outils au service des syndicats. Donc, tout notre travail, ça va être d'éditer des petits bouquins qui, justement, et de faire des formations, par ailleurs, qui, justement, vont donner des clés aux syndicalistes. C'est par exemple l'objet de notre dernier bouquin, qu'on a fait exprès de sortir juste avant les régionales, pour qu'ils puissent dire à leurs collègues, ou à nos collègues maintenant, puisqu'on travaille toujours, voilà, le Front National, il dit ça, simplement dans la ville machin, la ville bidule, voilà ce qu'il fait. Voilà. Ça, nous, on pense que c'est quelque chose qui a été un peu abandonné, globalement, qu'on est parmi les seuls à faire. Dans les syndicats, ça a toujours été fait, maintenant ça revient un peu plus dans les formations de base, etc. Mais nous, on pense que les gens, les collègues, les salariés à qui on parle, ils se font un petit peu leurrer par, je crois que ça a été dit tout à l'heure sur le plateau, alors les frontistes, ils vont s'adapter en fonction de qui ils ont en face. Donc c'est assez simple, à nous de débusquer ce qu'ils racontent, de dire en quoi ce sera nocif pour les intérêts des salariés. Donc ça, c'est un petit peu l'objet de Visa. Alors après, comment ça se fait? Charge aux personnes dans les entreprises de se l'approprier et de discuter avec leurs collègues. Moi, je vois avec mes propres collègues, puisque je peux partir un petit peu de mon expérience et de ce que j'ai pu entendre en écoutant des formations. Effectivement, c'est compliqué, c'est long. Convaincre une personne sur des arguments rationnels, c'est plus long et plus compliqué que lui dire c'est le noir à côté de toi qui te pique ton boulot. Ou c'est l'autre feignasse qui prend le RSA. C'est sûr, c'est plus long. Par contre, par des choses très simples, des déclarations, des choses qui sont contradictoires, démontrer que dans les programmes, ça ne va pas, que ça ne va pas les aider au jour le jour dans les entreprises sur leur emploi, sur leur salaire, etc. On peut y arriver. En fait, c'est démontrer, pour nous, c'est vraiment un strict point de vue syndical, que ces gens-là, ils ne nous aideront pas. D'ailleurs, dans les villes sur lesquelles ils ont la main, les premières choses qu'ils détruisent, c'est les mesures sociales contre les pauvres, qui se revendiquent le parti des petits, c'est la première chose qu'ils font. Alors, on peut décliner à l'envi, il y en a plein. La deuxième chose qu'ils font, c'est enlever toutes les subventions à tous ceux qui peuvent ouvrir sa bouche.
bonjour les démocrates, ceux qui se revendiquent républicains, etc., etc. Et ça donne que voilà, c'est toujours les mêmes qui se font taper dessus et ils ne sont pas mieux que les autres, bien au contraire. Donc nous, c'est un petit peu le travail qu'on fait, qu'on mène depuis 20 ans, qu'on espère qu'il va se pérenniser et qu'on pérennise par ailleurs avec d'autres. On travaille souvent avec nos petits camarades du groupe de travail de la LDH, on travaille avec d'autres associations. C'est un travail long, c'est un travail compliqué. Il faut être là au quotidien. Il ne faut pas être simplement là. Alors, je n'ai pas l'habitude des plateaux télé. Généralement, quand on est syndicaliste, on a plutôt l'habitude d'être avec nos collègues et dans les manifs. Désolée pour ce type d'exercice, mais voilà, nous, ce qu'on se dit, c'est que si on fait ça, au moins on démontrera une partie des choses, puisque se revendique le premier parti de France, mais aussi le premier parti des ouvriers, voire des fonctionnaires maintenant. Donc nous, on a une vraie responsabilité là-dedans. Voilà, il y a les résultats, ils sont ce qu'ils sont. Tout le monde le savait, tout le monde l'a vu. Nous, on est en croissance de nombre de formations qui est assez exponentielle. Maintenant, on donne des clés, charge à nous et à nos autres camarades. Nous-mêmes, on est syndicalistes, c'est ça qui fait notre spécificité. Ben, on y va. On va convaincre les gens, on va démontrer ce qu'ils font, on va foutre en l'air leur politique et on va se mobiliser contre les saloperies qu'ils vont faire et qu'ils sont en train de faire par ailleurs dans les villes. Voilà, même s'ils font 30%. Hélène, sa vie sur la droite, ce soir, indépendamment de ce qui va se passer en termes de retrait, fusion, etc., dans les prochaines heures, ce qui semble ce soir très clair, qui sera peut-être moins dans quelques heures ou demain, est-ce que la droite, finalement, est consciente, la droite, on va dire classique, mais je ne sais plus trop vraiment ce que ça veut dire, les frontières sont de plus en plus poreuses, et c'est peut-être là justement qu'est le problème. Est-ce qu'elle sait ce soir où elle habite, et est-ce que clairement le scénario d'une sorte de fusion des droites à l'avantage de l'un des deux, entre le Front National et le FN, n'est pas en train de se vérifier ce soir, ce qui rend finalement nos débats ici assez compliqués? Alors, c'est assez clair que la droite ne sait plus où elle habite, mais que ça ne date pas d'il y a 2 semaines. Ça fait quand même des mois, voire des années, qui sont complètement perdus et qui nous perdent complètement, donc qui sont devenus absolument inaudibles. On parlait tout à l'heure d'une des raisons politiques qui pourrait expliquer cette poussée du Front National, qui serait la déception effectivement des électeurs de gauche qui avaient voté François Hollande en 2012. Il y a quand même quelque chose, une lecture qu'on ne doit pas oublier, c'est la déception énorme des électeurs de droite qui ont voté Nicolas Sarkozy en 2007, précisément parce qu'il avait fait cette sorte d'ouverture absolument énorme vers le Front National. Et toute cette partie de la population qui l'avait plébiscité en 2007 et qui a été déçue de son mandat, aujourd'hui, n'a plus envie de voter Nicolas Sarkozy, qui est redevenu en plus patron de l'opposition, donc qui réincarne cette droite. Et c'est assez étonnant toujours de l'entendre, comme il vient de le faire à 20h30, en expliquant, en martelant que le seul rempart au Front National, c'est la droite dite de gouvernement. Alors effectivement, maintenant, on ne sait plus bien laquelle... ce sera, et de dire nous sommes la véritable alternance. Mais enfin, de quelle droite parle-t-on? Est-ce que les gens ont réellement l'impression que l'alternance aujourd'hui, c'est un Nicolas Sarkozy qui a passé 5 ans au pouvoir et tous ces ministres qui étaient tête de liste aujourd'hui, ces anciens ministres qui étaient tête de liste au régional, de Christian Estrosi à Xavier Bertrand, enfin, les gens ne votent plus pour ces personnes. Donc il y a un tel brouillage des pistes que ça ne peut que profiter au Front National. Et par ailleurs, effectivement, Nicolas Sarkozy a incarné cette libération de la parole, et ses ministres aussi. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, quand on a un Christian Estrosi, certes député maire de Nice, très aimé dans les Alpes-Maritimes, absolument méconnu dans le reste de la région, qui explique que le danger en France, c'est la 5e colonne, la fameuse 5e colonne de l'islamo-fascisme. Les gens préfèrent toujours voter pour l'original et pas pour la copie. Ils ont quelqu'un qui dit la même chose que le Front National, mais qui a été au pouvoir pendant 5 ans et qui n'a rien fait. Bon, ils essayent autre chose. Donc on est vraiment dans
il faut comprendre que ce sont ces gens-là qui ont poussé les électeurs de droite vers l'extrême droite. Et aujourd'hui, on peut absolument pas s'étonner qu'ils en soient là. C'est une telle suite logique politiquement que... D'ailleurs, je pense qu'eux-mêmes ne s'en étonnent pas, en fait, malheureusement. Donc, ils travaillent dans la même région, Macha Makiev. Oui, c'est très juste. Il y a, dans ces régions, il y a des provinces. Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil que ces régions telles qu'on les ressent politiquement. Elles sont aussi, par exemple, entre Nice et Marseille, c'est compliqué. C'est pas la même sensation d'une histoire commune. Donc, faut-il aussi, là aussi, avoir toujours des perspectives historiques. On n'insiste pas assez non plus dans toute forme de sensibilité des gens, des électeurs. Il y a évidemment la déception des politiques, les personnalités politiques, mais il y a aussi quelque chose qui constitue le peuple qui n'est jamais pris en considération, en fait. On découpe, on organise, on choisit des gens, mais jamais selon leur sensibilité. Je pense qu'il y a quand même des réponses. D'abord, on n'a pas perdu encore. Il y a encore quand même un deuxième tour. Donc moi, j'aime pas vraiment quand on est déjà défaitiste. D'abord, on a plein de forces. D'abord, toute une jeunesse qui... On n'a pas perdu, vous avez raison. Mais non. Quelqu'un qui vote à Marseille là, ou à Nice, il a le choix entre Marion Maréchal-Le Pen ou Christian Estrosi. Hein. C'est vrai, mais quand même, pour moi... Non, mais attendez, c'est pas un choix confortable, j'ai bien compris, hein, mais il y a quand même une ligne rouge qui n'est pas du même ordre. Pour moi, je ferai toujours la différence, d'une façon là aussi éthique, entre ce qu'est l'extrême droite et ce qu'est la droite. C'est pas pareil. Donc là, et je crois que c'est le message qu'il faut faire passer, notamment à la jeunesse. Parce que moi, j'ai beaucoup d'adolescents autour de moi et c'est ce que j'essaie d'exprimer. Quand je parle de confusion, c'est bien celle-là aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de continuité historique. C'est-à-dire que quand on leur dit Marine, je leur dis mais d'où ça vient? C'est qui Tixier-Vignancourt? C'est qui Maurras? Enfin, c'est des choses qui sont quand même extrêmement graves, profondes et qui se sont déjà exprimées dans l'histoire d'une façon extrêmement brutale. Et puis faire dire aussi que ces élans fascisants dans toute société, c'est le contraire de la liberté, c'est le contraire de la liberté artistique, c'est le contraire de tout élan vital. Je crois je pense que c'est ce message-là qu'il faut faire passer. Et puis après, il y a aussi, je pense, la nécessité de plus d'État dans notre région. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ce qui est national et ce qui est l'État, c'est très important comme garant. On a eu beaucoup tendance à dire, bon ben voilà, maintenant débrouillez-vous, vous êtes des grandes provinces, des grandes régions, regardez, vous allez très bien vous débrouiller tout seul, etc. Et on casse une cohésion. Et moi, je revendique, je réclame beaucoup l'État garant des grandes valeurs républicaines. Parce que ça, c'est très lisible. Et ça, il y a une force symbolique. Et dans notre région notamment, on sait très bien, c'est assez grec au fond. On a besoin de choses extrêmement symboliques, extrêmement fortes et très lisibles. Voilà. Et puis nous, dans le milieu de la culture et entre artistes, on pense qu'il faut rendre les choses plus lisibles aussi de ce que nous faisons ensemble. Et je pense que face à un front fascisant, il y a aussi un front à constituer de tous les opérateurs culturels, de tous les artistes, de toutes les personnalités, des penseurs, et qu'il faut ici ou là, notamment dans les théâtres, parce que pour moi ce sont des maisons qui dans les villes, dans les cités sont très importantes, faire entendre toute forme d'intelligence, toute forme de débat, toujours très structuré, avec des historiens, toujours en mettant des perspectives, des philosophes. Et ça, c'est très important. Mais la lisibilité, et par exemple, le collectif qui a eu lieu, Point Rouge, le collectif Point Rouge, ça peut évidemment faire sourire, dire qu'est-ce qu'ils font encore dans le Sud, avec leurs points rouges, etc. C'était extrêmement important parce que c'était plus de 400 représentants d'entreprises culturelles, plus de 200 personnalités artistes, et ensemble on s'est vraiment associés.
on a fait quelque chose qui en plus était lisible, c'est-à-dire c'était très participatif. C'est vraiment sur l'initiative d'Alain Arnaudet à la friche La Belle de Mai, qui est quand même très symbolique à Marseille. C'est vraiment un quartier extrêmement populaire et en même temps qui se réinvente totalement. Une grande fresque, on a demandé à chaque Marseillais qui se sentait concerné de venir au pochoir faire un point rouge. Alors, on pourrait dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'événementiel? Pas du tout. C'était une réponse très précise à un discours qu'avait tenu Marion Maréchal Le Pen lors de l'université d'été du Front National, extrêmement réducteur sur l'art contemporain, extrêmement, enfin, je veux dire, pour les gens de ma génération, extrêmement banal, après tout, pour l'extrême droite, mais qui a évidemment mis en effervescence les plus jeunes, parce qu'ils ont, voilà, on l'a fait entendre d'une autre façon. Donc face à cette réaction, on a essayé de se mobiliser tous ensemble, et puis aussi du coup de mobiliser les Marseillais à voter aussi au premier et au second tour. Ce côté participatif, il est aussi très important parce que inscrire, enfin, pour les artistes, c'est essentiel. On avait tous un peu les mains rouges comme ça et on mettait cette idée d'inscrire sur un mur quelque chose de très palpable, de très concret, c'était important. Voilà, je pense que c'est cette forme d'intelligence collective qu'il faut aujourd'hui mettre au premier plan. Et ça, je sais que dans notre ville qui s'invente et qui se métamorphose, ça a eu lieu avec MP13 et que c'est un prolongement. Et je pense que ces moments difficiles, de grandes difficultés face au Front National qui monte, oui, c'est un moment de vérification de nos convictions. Donc je pense que ça va être aussi un moment d'invention. C'est intéressant ça parce que justement quand je suis allée en région PACA, j'étais très étonnée par les initiatives qu'il y avait à Marseille qui sont complètement inexistantes à Nice par exemple. Et en interrogeant des militants pour différentes causes historiques de la ville, ils m'expliquaient qu'à Marseille il y avait encore une sorte d'îlot de résistance. Alors qu'à Nice, tout le monde avait complètement laissé tomber depuis des années, en fait. Et qu'ils s'étaient presque résignés à ce que ça se passe comme ça. Ce qui peut être porteur d'espoir du côté de Marseille, mais qui pourrait effectivement s'étendre, on espère, dans le reste de la région. Oui, parce que je crois qu'il faut absolument... Il y a une chose qui nous est apparue assez évidente depuis quelques années, c'est qu'on a absolument besoin de l'intelligence des autres. Et que ce n'est pas en étant dans des féodalités, en étant absolument dispersés, comme ça, comme on dit, sur le territoire, que ça s'imposera. Il suffit d'être ensemble et on a une puissance, et un front extrêmement puissant. 400, on était 400, on était 200, et je vous assure que c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Évidemment, ça n'est pas politique, mais moi, j'ai vraiment je crois vraiment à la force à ces endroits-là. Alors, sans doute dans la continuité, en tout cas pour partie, c'est vrai que, alors, tout à l'heure, Macha disait c'est un combat moral. C'est plus seulement un combat moral, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un combat politique, social et culturel. Sauf que la question, elle est dans une période historique où effectivement l'hégémonie idéologique, on va dire, est plutôt à l'inégalité, ou aux politiques d'inégalité ou aux politiques de peur. Comment nous, on regroupe nos forces et effectivement comment on regagne du terrain, comment on se redonne du souffle, comment on redonne un horizon et de l'espoir à toute une série de populations qui en ont plus, et vous l'avez dit tout à l'heure effectivement, qui ont la rage. Bon. Et cette rage, la difficulté justement, c'est que ça peut donner tout et n'importe quoi, et des sociétés effectivement autoritaires, populistes et xénophobes, comme beaucoup d'autres forces politiques en Europe cherchent à les constituer. Du coup, c'est vrai que pour ce qui est de la Ligue des droits de l'homme, l'idée de créer des convergences entre les secteurs, les associations antiracistes universalistes ou les victimes du racisme, que ce soit sous sa forme antisémite, islamophobe, romophobe,
Alors, dans toutes ces formes, que ce soit sexiste, homophobe, donc réunir ce premier secteur, réunir le secteur syndical et réunir le secteur d'éducation populaire pour créer justement ces convergences qui permettra, je dirais, de repenser de nouvelles pratiques sociales, de repenser de nouvelles pratiques solidaires, de recréer à la fois de la réflexion, de l'intelligibilité du monde et qui redonne de l'espoir et de l'horizon. Bon, parce que là, on le voit actuellement. Alors, ceci dit, sur les questions d'alternance, c'était rigolo parce que j'écoutais à la fois Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Les deux utilisent le terme d'alternance, hein, surtout pas d'alternative. Donc ça aussi, c'est intéressant de l'observer. Mais on voit que l'enjeu, il est de jouer sur nos terrains, sur la réaffirmation des valeurs sociales et démocratiques. Pour ce qui est de la Ligue des droits de l'homme, il s'agit à la fois de répondre aux défis de l'urgence écologique, aux défis de l'urgence sociale du point de vue des droits économiques, sociaux et culturels, des défis de la défense solidaire des libertés ou de la refondation démocratique de la citoyenneté. Et tous ces débats-là devraient, je dirais, via ces différents partenaires, via ces différents secteurs, essaimer sur le territoire. Et tout ça, à mon avis, est complètement complémentaire par rapport à ce que pouvait évoquer Luce par rapport à tout le travail qui peut être fait par rapport aux salariés déboussolés dans une totale confusion au regard effectivement de la situation. Puis il y a de la confusion, puis c'est surtout que actuellement, et visiblement certaines statistiques vont dans ce sens-là, la plupart se disent « mes enfants vont vivre plus mal que moi ». Bon. Donc on a vraiment une trouille que les démagogues instrumentalisent. Mais quand même quelque chose, vous faisiez référence aux années 90 et à ce qui avait marché dans les années 90. Il y avait, dites-moi si je me trompe, si vous partagez mon avis, quand moi j'étais adolescent par exemple, la stratégie de diabolisation d'une certaine façon du Front National pouvait encore marcher. On a l'impression d'ailleurs que les appareils politiques continuent de fonctionner sur cette stratégie de diabolisation. Par exemple, l'exécutif, comme aux dernières départementales, par exemple, qui a dit il faut aller voter parce que sinon c'est le Front National, etc. Bon, voilà. De toute évidence, cette stratégie ne semble plus fonctionner. Et ça semble même, au contraire, encourager les gens à voter Front National. Donc, par rapport à l'échec, peut-être pas de toutes les stratégies de riposte, mais par contre, l'échec de cette sorte de placard comme ça, le Front National, c'est mal. Quelles sont les nouvelles clés que vous pouvez trouver? Parce que plein de fois, les électeurs du Front National répondent des choses aussi, après tout, sensées. Par exemple, ils répondent « attendez, le Front National, c'est le parti du renouvellement politique ». C'est pas faux. Par moment, les têtes de liste, je ne dis pas que les fonds de liste ou l'arrière des listes sont renouvelés, mais les têtes de liste, ceux qu'on met en avant, c'est la stratégie d'ailleurs de Marine Le Pen, c'est de faire du renouvellement politique, des gens qui sont jeunes, alors qui peuvent être des gens par ailleurs de dynastie familiale, etc. Voilà. Mais il y a une sorte de stratégie d'affichage comme ça. De la même façon, un parti qui ailleurs, avant, se sentait finalement assez bien dans ses références d'extrême droite qui étaient assez clairement manifestées, aujourd'hui les refuse. Et refuse même, menace même les journalistes qui écrivent que c'est un parti d'extrême droite de poursuite. Donc tout ça a complètement changé. Ça fait longtemps que le père Le Pen le faisait déjà. Et par ailleurs, c'est de l'enfumage parce que au lieu d'être clairement contre-révolutionnaire ou maurassien, on est barrétien et on revendique la République autoritaire et plébiscitaire. Donc, vous voyez, c'est simplement une autre école. En tout cas, on le met moins en avant. Non, mais je veux dire, il y a déjà eu historiquement une extrême droite se revendiquant de la République, et d'une certaine manière, c'est tout à l'heure, je crois que c'était Valérie Higounet qui évoquait le poids du maigrettisme en tant que stratégie idéologique. Bon, en gros, le marinisme, c'est du maigrettisme sauce Le Pen. C'est à la fois de la radicalité idéologique, du pragmatisme et afficher clairement le cap de la prise du pouvoir. La riposte est beaucoup plus difficile, du coup, voilà. dans ce cadre-là. La riposte est beaucoup plus difficile, à la fois par la part des continuités et des ruptures de la nouvelle génération frontiste, des nouveaux cadres frontistes, mais aussi parce que, Luce et moi on disait ça déjà à l'époque, leurs avancées sont faites de nos reculs. Il faut arrêter de jouer sur leur terrain, il faut jouer sur le nôtre, celui des valeurs, des principes et des droits sociaux et démocratiques. Parce que si on commence à aller à la traîne, comme ça a été dit, on choisit l'original à la copie.
Bon. Donc nous, on a un vrai travail, y compris sur les représentations du monde, c'est-à-dire que les représentations du monde telles qu'elles sont développées dans l'essentiel du champ politique, c'est totalement anxiogène. Bon. Alors je ne dis pas que c'est simple, hein, mais le monde, c'est quelque chose de contradictoire. Il y a aussi des avancées sur la planète, il y a aussi des révolutions démocratiques, il y a aussi des combats sociaux dans des pays où il n'y en avait pas jusqu'à présent, il y a aussi des syndicats qui s'organisent là où il n'y en avait pas. Vous voyez, donc nous, il s'agit aussi de nous approprier ces expériences-là pour modifier cette représentation du monde, parce qu'il y a des batailles sur la planète qui sont menées et qu'on s'en réclame. Eux, en gros, ils veulent l'autarcie. Ils prétendent défendre des nationaux, et je rejoins Lou sur ce qu'elle disait. Lorsqu'on gratte un petit peu, c'est pas les derniers dans la gestion municipale à désubventionner le CCAS, hein, et sauf erreur de ma part, le désubventionnement des CCAS, c'est pas uniquement soi-disant pour les immigrés ou les migrants, c'est aussi pour les nationaux. Donc là-dessus, elle a complètement raison. C'est que, y compris par rapport à leur cœur de cible, ils leur mentent, hein, et ils s'attaqueront à eux à un moment ou à un autre. Ce ne sera pas les premiers sur la liste, hein, parce que d'abord, il faut des électeurs, et élargir le segment électoral. Il faut des femmes, il faut des jeunes, il faut des Français du Sud, l'immigration postcoloniale. Voilà, bref, il faut acquérir une majorité électorale, ou en tout cas créer les conditions d'une alliance où on serait hégémonique. Hein. Mais beaucoup de questions qui jusqu'à présent étaient un frein à l'accès du Front National au pouvoir ont souvent été reportées à plus loin, avec un effet pervers qui était l'usage du référendum d'initiative populaire tel que présenté par Marine Le Pen, qui est simplement reporté à plus loin, un référendum sur la peine de mort, un référendum sur le droit à la vie, sous-entendu euthanasie, droit à l'IVG, j'en passe et des meilleurs. C'est toute cette difficulté-là. Il faut être à la fois capable de décrypter pour résister et en même temps de donner une autre lecture du monde. Pour vous donner un exemple, après les assassinats perpétrés par Anders Breivik, je ne suis pas le seul à le dire, mais en Norvège, quelle a été la réaction du Premier ministre norvégien ? Elle n'a pas été d'en rajouter sur des chances de nation, enfin d'aller piocher dans un cadre idéologique qui n'était pas le sien. Ses propos ont été « nous allons répondre à la terreur par plus de démocratie, plus d'ouverture et plus de tolérance ». L'enjeu, effectivement, il n'est de ne pas perdre notre âme. C'est un combat politique, social, démocratique qu'on doit mener maintenant pied à pied. Et il n'y aura pas de comment dirais-je, il n'y aura pas de raccourci par rapport à ça. Et ça, je pense que les politiques doivent s'interroger là-dessus. Après, comme je vous le disais, ils doivent s'interroger aussi sur les questions à débattre le plus largement possible, sur l'accès à la santé, sur l'accès au logement, sur les droits fondamentaux, sur la réappropriation des droits fondamentaux. Droit à la santé, droit à un travail décent, droit au logement, par exemple. Rosemora. Vous parlez du fait de la diabolisation qui ne fonctionne plus. Il y a certaines formes de militantisme qui ne fonctionnent plus. Mais ça ne veut pas dire que certaines autres formes un peu anciennes ne fonctionnent pas. Ouais, par exemple, je pense qu'il y a plein de gens qui se posent la question qu'est-ce qu'on fait maintenant. Voilà, moi je suis très convaincue que Internet c'est bien, c'est un vrai vecteur, mais qu'il faut faire attention. Moi je suis très convaincue que syndicalement, associativement, enfin peu importe, la clé c'est d'aller discuter avec les gens et d'être avec eux. Vous dites oui, mais il y en a plein qui ne le font pas. Voilà. Et notamment, c'est ce qui est reproché par tout un tas de personnes qui votent FN ou qui s'abstiennent ou pas aux politiques. C'est-à-dire, toi, tu viens, tu viens que pour les élections. Bien sûr. Voilà. D'ailleurs, la confiance des gens, elle ne s'acquiert pas comme ça. Salut, je viens à la télé, c'est moi, vote pour moi. Non, ça ne marche plus. Ça ne fonctionne pas. Mais nous, on va essayer de faire en sorte que ça ne fonctionne pas non plus pour le FN. Parce que dans la série « Salut, je viens à la télé », ils sont quand même assez balèzes. Donc, effectivement, moi, je pense que la diabolisation, la période morale, le FN, c'est pas bien. Oui, une fois qu'il a dit ça, on n'a rien dit, on n'a rien expliqué. Je pense qu'il faut expliquer ce qu'ils font. Parce que là, ils sont au pouvoir. Malheureusement, pour certaines villes, ils sont au pouvoir. Il faut décrypter ce qu'ils racontent. Et encore une fois, j'ai jamais vu, à part dans quelques bouquins, c'est pas on verra pas sur des chaînes hertziennes un bon reportage à la télévision, ou très rarement, sur qu'est-ce qu'ils se racontent et qu'est-ce qu'ils font.
Voilà, clairement. Donc là, il y a tout un boulot. Si ils ne le font pas, bah, on va être bien obligé de le faire. Donc ça, on le fait depuis un paquet de temps. Comme expliquer aux salariés pourquoi le plan social, on peut faire autrement. Syndicalement, on sait assez bien faire, donc autant y aller. Même si c'est difficile, enfin, de toute façon, maintenant, on est au pied du mur. On l'était déjà, maintenant, on y est encore plus. Voilà, on n'a pas trop le choix que d'y aller un peu plus, mais la formation politique des salariés et de ceux qui sont autour d'eux, je pense que c'est ça la clé. C'est-à-dire, eux, ils te mentent. Ils peuvent te raconter n'importe quoi. Ils peuvent t'expliquer que celui qui vient de piquer le boulot, c'est le Polonais, c'est le Malien. Au bout d'un moment, quand tu auras dégagé le Malien, tu n'auras peut-être pas forcément le boulot, et en tout cas, tu auras un boulot mal payé. C'est ça que tu veux? On va discuter. Voilà, moi je pense qu'il faut être très simple, très concret, reposer les choses évidemment au niveau global, etc. Mais ça s'appelle de la formation syndicale de base qu'on fait tout un chacun dans nos syndicats. Et je pense que aussi, il y a un truc qui est très intéressant depuis une vingtaine d'années, c'est la stratégie de communication politique. Et là, les champions du monde là-dedans, c'est Marine Le Pen. Il y a eu d'ailleurs un bouquin qui s'appelle Les mots de Marine Le Pen, un bouquin comme ça, où il y a toutes les techniques de féminisation, etc., etc. Donc, ils sont aussi menteurs que les autres. Eux, ce qui se revendiquent anti-système, anti-je sais pas quoi, ils sont autant menteurs. Quand Marine Le Pen, elle espère faire une différence sur la question de l'avortement avec sa nièce, alors que dans son programme présidentiel, il était clairement indiqué le déremboursement des IVG, il va falloir m'expliquer la différence entre le déremboursement d'un IVG et l'enlèvement de la subvention du planning familial. Voilà, une fois que les choses sont dites comme ça, voilà, c'est compliqué parce qu'ils vont jouer là-dessus. C'est des petits filous. Hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils font 30%, c'est que c'est des petits filous. Mais c'est long, c'est compliqué. On n'est pas aidé par les Républicains, on n'est pas aidé par le PS. Allons-y, faisons-le. M. Baquet, vous aurez le bout de la fin, même si ce n'est pas le plus facile. Écoutez, je pense qu'il faut, en matière d'art et de culture, savoir et redire que ce sont des prescripteurs et que quand ils arrivent au pouvoir, quel que soit le niveau du pouvoir où ils sont, ils décideront il y aura une doxa de ce qu'il faut penser, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut créer. Donc non seulement il faut faire attention et dire cette menace, mais en plus je pense qu'il faut faire aussi attention dans un examen de conscience à ce que serait notre autocensure aussi. Parce que tout ça est très sournois. Ce qu'on vient de dire, c'est que en fait, le Front National commence à ressembler aux autres. Après tout, voilà, ils sont là, ils se glissent, etc. Et que ce n'est pas du tout la même chose. Historiquement, il y a une vraie frontière éthique. Et je pense qu'il ne faut pas même parler d'eux de la même façon qu'on parle des autres. Et je pense qu'il faut qu'on fasse très attention, nous-mêmes, à ne pas, artistes et des gens de culture, surtout, faisons très attention à cette autocensure. Ce qui se passe en ce moment, outre la confusion, c'est quelque chose d'un désengagement sournois. Donc je crois qu'il faut mener la bataille. On ne l'a pas perdue, on ne la perdra pas. En tout cas, pas dans les théâtres, pas dans les friches, pas dans les musées. Merci beaucoup à tous les quatre. En fait, avant tout. Donc. Merci Mathieu. Il est presque 10h moins 5, presque 22h. Hubert Huertas pour un dernier point. Oui, ce soir, les résultats politiques sont clairs, sont